Bonjour à toutes et tous. On est heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de la deuxième saison des webinaires du réseau Défi Ferme, qui présente les travaux et les résultats du réseau Défi. Donc un peu comme à notre habitude maintenant, et pour laisser le temps aux derniers inscrits d'arriver, on va prendre un instant pour rappeler ce qu'est le réseau Défi, le temps que tout le monde arrive. Donc c'est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecofito pour réaliser deux missions. La première, c'est d'accompagner les agriculteurs et les agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et plus globalement dans leur changement de pratique. La deuxième mission, c'est de produire des connaissances et des références appropriables sur les pratiques et les systèmes de production à bas niveau d'utilisation des produits phytosanitaires. Et donc aujourd'hui, ces connaissances et ces références, elles se construisent à la fois sur des essais de terrain, des retours d'expérience et sur la collecte de données sur les systèmes de culture. À ce jour, donc, le réseau Défi Ferme, c'est 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires qui sont engagés à faire évoluer leurs pratiques agricoles dans l'objectif de réduire leur utilisation de produits phyto. Mais le réseau Défi, c'est aussi 41 projets d'expérimentation avec le dispositif Défi XP qui testent et qui évaluent des systèmes de culture innovants qui, eux, utilisent les produits phyto en ultime recours, donc qui sont un peu plus en rupture. Mais donc ces 41 projets, qui constituent donc la deuxième vague de projets d'expérimentation, eh ben, ils touchent à leur fin dès 2024 et donc laisseront place dès le début de l'année prochaine à une troisième vague de projets d'expérimentation qui seront partis pour 5-6 ans. Donc le réseau Défi, il est présent sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Il couvre l'ensemble des filières de production végétale et rassemble les principaux acteurs de la R&D en agriculture. Donc pour les citer rapidement, il y a le réseau Défi rassemble le réseau des chambres d'agriculture, le réseau CIVAM, le réseau Bio, les instituts techniques et les organismes de recherche, avec notamment l'INRAE et le CIRAD. Pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le réseau Défi sur Ecofitopic. Donc vous avez une page, la page du site Ecofitopic et de l'espace Défi qui va être mis dans le chat. Vous pouvez retrouver aussi sur Ecofitopic l'ensemble des ressources produites par le réseau, que ce soit les synthèses nationales et les productions produites par les membres du réseau, que ce soit Défi Ferme et Défi XP. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et, euh, et je laisse la main donc à Morgane qui va pouvoir introduire le sujet du jour et notre intervenante du jour. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Jordan. Euh, Bonjour à tous. Comme le disait Jordan, je m'appelle Morgane Reco, je suis la chargée de mission coordination, pour la coordination, l'animation et la valorisation des résultats pour la filière grande culture et polyculture élevage pour le réseau Défi. Alors, avant de laisser place aux interventions, petit point logistique. Durant la présentation, vous pourrez poser vos questions à tout moment dans l'onglet Q&R que vous avez en haut sur Teams. Et les intervenants. Du coup, Ingrid, notre intervenante du jour, prendra le temps d'y répondre après sa présentation. Je vous rappelle également que le webinaire est enregistré et sera rediffusé. Donc tous les liens qui vont être ajoutés dans la discussion aujourd'hui seront disponibles dans la description de la vidéo du replay. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, nous accueillons une ingénieure réseau de la filière grande culture, polyculture élevage, Ingrid Rontex, qui va nous parler des leviers de réduction des IFT dans la culture du maïs semence. Ingrid, tu es ingénieure réseau défi en grande culture à la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne. Ton groupe se compose de 12 agriculteurs qui ont la particularité d'être tous producteurs de semences et qui ont en commun la production de maïs semences. La production de maïs semences est très encadrée et demande un haut niveau de qualité, mais vous travaillez avec ton groupe et en partenariat avec le syndicat des producteurs de maïs semences du Quercy à faire évoluer les systèmes de culture pour améliorer la durabilité de ces systèmes. Vous pourrez retrouver l'ensemble des travaux du groupe d'Ingrid sur sa page groupe, qui va être ajoutée à l'instant dans le chat. Et Ingrid, aujourd'hui, tu vas nous présenter un aperçu du travail qui est mené au sein de ton groupe. Je te laisse la main sur la présentation. Bonjour à tous. Donc Ingrid Rontex, enseignement Barrier, peut-être pour ceux qui auraient plus entendu parler de moi avant, on va dire 2024. Je travaille donc sur mon groupe sur des productions de semences et ils ont tous en commun le maïs semence. Donc aujourd'hui, on va parler de la culture du maïs semence spécifiquement puisque c'est le gros travail de mon groupe défi. Et on peut considérer que ce soit une mission impossible en production de semences de diminuer des IFT, mais il y a quand même plein de choses qui sont possibles.
Alors évidemment, c'est pas toujours évident, donc c'est pour ça que je vais commencer par un petit point pour resituer la production du maïs semence, un petit peu toutes les contraintes, les freins qu'on a, et pour voir quand même qu'on peut arriver à diminuer des phytos. Et ensuite, je verrai plutôt la partie herbicide qui est toujours plus difficile et qui en maïs semence est encore plus difficile à réduire. Et ensuite, sur une partie plus fongicide, insecticide, où on a pas mal de leviers utilisables et selon un petit peu les particularités de chacun, il y a des pratiques qui se font plus ou moins selon les agriculteurs. Donc pour commencer, parler un petit peu du maïs semence. Bon, j'imagine que si vous êtes sur le webinaire, vous devez connaître la culture, mais bon, c'est bien de resituer quand même un petit peu de quoi on parle. Donc la production de maïs semence, c'est faire des semences pour les agriculteurs qui après les sèmeront pour de la production. Et on a un critère de qualité qui est notamment la faculté germinative, c'est le critère essentiel, qui doit être au moins supérieur à 95%. Et pour ça, en fait, on va avoir besoin d'une semence saine, donc qu'il n'y ait pas de bioagresseurs, notamment pas de maladies, pour que ça germe bien, et que c'est bien pollinisé et fécondé, de manière à ce qu'on ait bien donc eu la fécondation et des graines à semer. Alors, j'ai mis un petit dispositif de semis en production de semences. Je ne vais pas y passer trop de temps. Il y a plein de dispositifs de semis différents. J'ai mis là une note de SEMAE où on a en fait un dispositif classique qu'on appelle le 4-2, avec 4 rangs de femelles interposés de 2 rangs de mâles. Donc, les écartements sont différents. Et on verra après, c'est vrai que pour du désherbage mécanique, c'est un petit peu plus compliqué. Et on a aussi notamment des semis décalés de mâles et de femelles. Donc voilà pour la première partie un petit peu production. Ensuite, j'ai fait un petit point. Donc la FNPSMS avait partagé des IFT qui sont assez récents là de 2023. Donc au niveau national, on a un IFT total donc, qui est bien supérieur. Je vous montrerai après les chiffres agrestes qui concernent Midi-Pyrénées. Un IFT total qui est environ de 6. Là, on parlait d'herbicide, donc la moyenne est autour de 2. Et en hors herbicide, c'est à peu près la même chose, légèrement supérieure. Donc ça, c'est au niveau national. Et si on fait un focus plus sur notre région Occitanie, donc on a, je ne sais pas si vous voyez ma souris, on a donc le focus sur la zone Occitanie avec à peu près les mêmes résultats en herbicide total et en IFT pardon total et IFT herbicide, et par contre qui est supérieur, excusez-moi, en hors herbicide. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi d'ailleurs sur des données agresses qui sont de maïs gras. Donc ça serait c'est la référence en fait IFT puisqu'il n'y a pas d'IFT en maïs semence. On regarde l'IFT du maïs grain. Bon, l'IFT total est nettement inférieur et le hors herbicide par contre est quasi inexistant puisqu'il y a rarement des traitements en végétation, contrairement au maïs semence où on va traiter pas mal de ravageurs et des maladies. Donc sur la moyenne du groupe, j'ai pris donc 2023. Alors on retrouve un IFT total aussi moyen, donc c'est la moyenne en fait de toutes les exploitations, qui est autour de 6 également, avec un mini qui est un peu en dessous de 3 et un maxi N9,5, sachant que donc sur les enquêtes FNP-SMS, en termes de mini-maxi, on est à peu près dans ces zones-là aussi. En IFT herbicide, on est en moyenne un peu supérieur à 2. Ça varie du simple au double. C'est surtout l'état de salissement des parcelles qui fait qu'on va avoir une utilisation d'herbicide supérieure. Et sur l'erreur herbicide, alors là, par contre, ça varie énormément. La moyenne est autour de 3, mais voilà, on va avoir un minimum avec en fait de la base, un petit topin, et puis rien d'autre en végétation, jusqu'à un maximum où on peut avoir énormément de traitements. Je ne rentrerai pas dans tous les ravageurs possibles. On va voir que sur les leviers, on intervient sur certains ravageurs en plus en priorité. Et après, j'ai distingué fongicides et insecticides pour montrer que c'est quand même les ravageurs qui nous posent le plus de problèmes.
sachant que pour les fongicides, ils sont parfois un petit peu imposés. On a un critère variétal qui est utilisé souvent en réduction de fongicides, qui n'est pas le cas en maïs semence, puisqu'on ne maîtrise pas la variété que l'on a. Et on a des lignées qui peuvent être très sensibles sur des maladies type helminthosporiose ou rouille ou fusariose après, plus tard dans le cycle. Donc, on peut avoir éventuellement 2 fongicides en végétation. Donc, sur la partie réduction des herbicides, donc comme je l'ai dit, c'est un petit peu compliqué, on le voit sur la photo. Donc, on a des rangs femelles et des rangs mâles. Les faux semis, alors j'ai mis des petits pouces en fait pour indiquer à la fois la faisabilité et l'efficacité. Donc un petit pouce un petit peu moyen pour le faux semis parce qu'il est pratiqué assez souvent. On a des préparations de semis qui sont vraiment au millimètre. Il faut que le contact sol-graine se fasse très très bien parce que les lignées sont beaucoup moins vigoureuses que les hybrides que l'on produit, que l'on met en culture. Et donc les fonds semis se font souvent naturellement avec des préparations de sol différentes. Sauf que si jamais ils peuvent pas repasser un outil juste avant, ils vont mettre un glyphosate parce que ça s'est sali. Ou à l'inverse, si c'est trop sec, ils ne repasseront pas les outils non plus, au risque d'assécher trop le sol. Et c'est un peu dommage en fait de devoir irriguer pour faire lever parce qu'on a asséché le sol. Donc voilà pour les faux semis, où on a quand même des choses intéressantes qui se font. Ensuite, j'ai mis l'herbicide. Alors, j'ai mis moyen parce qu'en efficacité, pour réduire les IFT herbicides, ça marche très, très bien. On intervient sur à peu près 40% de la surface sur la ligne de semis. Et ensuite, on doit faire un binage. Et c'est un petit peu ça qui pose problème. Alors déjà, il faut avoir le matériel pour intervenir que sur le rang. On a aussi des décalages de semis. Donc, on va semer des mâles et des femelles à des moments différents. Ça peut s'étaler sur 3 semaines, les semis en maïs semence. Et donc, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre comme mesure, mais elle reste efficace. Et ensuite, ce qui se fait le mieux, c'est le binage. Sachant qu'en plus, le binage est réalisé souvent pour incorporer l'engrais. Donc, il y a au moins un binage qui se fait généralement sur du maïs semence. Et au niveau du travail du groupe, on a essayé de travailler à les faire dans les meilleures conditions parce que tout le monde me disait on a des relevés. Si on intervient dans des conditions quand même un peu plus ressuyées, sans pluie derrière et pas trop profondément, on peut avoir des très bons résultats, surtout en alluvion. En argilo-calcaire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a maintenant des binages qui peuvent se faire et sur des parcelles qui sont assez propres. Du coup, on peut éviter un rattrapage en suivant grâce au binage. Voilà, donc sachant qu'en ACS, ceux qui ne veulent pas trop travailler le sol, par contre, c'est le petit point négatif, ne sont pas trop pros à pratiquer le binage. Et le dernier levier dont je voulais parler en réduction d'herbicides, c'est l'alternance culture été et hiver. J'ai mis un petit pouce moyen, c'est un levier qui n'est pas forcément beaucoup pratiqué parce qu'on a souvent de la monoculture en maïs semence. Et c'est compliqué, notamment par rapport à des isolements vis-à-vis des protections d'isolement, de faire d'autres cultures qui n'auront pas la même valeur. Donc, c'est plutôt sur des exploitations qui sont très diversifiées, où on va avoir notamment beaucoup de rotation maïs semence blé tendre. Et là, évidemment, on diminue quand même des risques adventices, c'est un petit peu plus facile à gérer. Donc ça, c'était pour la partie herbicide. Et dans un deuxième temps, on va aborder la réduction des fongicides et insecticides. Un des premiers leviers, c'est, je vais appeler ça moi réduction de dose. Alors en fait, souvent on est à 80% de la dose, on est rarement en dessous, mais sur la protection aux semis, notamment taupin, on a des risques qui sont rarement très élevés, donc ça dépend de la parcelle. Les parcelles de maïs semence, les agriculteurs, ils sont tous les jours à regarder comment ça se passe. Donc, ils voient très bien, en fait, s'ils ont des ravageurs ou pas dans les parcelles. Ils les connaissent, les risques. Et
on n'a pas besoin d'avoir la pleine dose souvent pour protéger en fait les semis. On a des doses à 80% qui peuvent largement suffire d'expérience de plusieurs années des agriculteurs. Et ensuite, on a des réductions de doses sur le fongicide de végétation qu'on met souvent avant limite passage tracteur pour traiter l'helminthosporiose et la rouille, parce que soit les lignées sont pas forcément très très sensibles, soit les conditions climatiques ne sont pas forcément très propices au développement des maladies. Donc voilà, c'est un petit levier, mais mine de rien, on a quand même des réductions d'IFT qui peuvent se produire. La deuxième chose, ça se rejoint un petit peu parce qu'on le fait par rapport au risque, c'est l'impasse. Donc, c'est se dire, ce traitement, finalement, il m'est inutile. Donc ça se fait beaucoup au niveau des limaces. On a rarement, en fait, alors bon là, l'année dernière, c'était pas le cas. On a eu, par contre, des risques limaces très, très importants. Mais la plupart du temps, il faut savoir qu'on sème très tard en maïs semence, on sème plutôt autour du 10-15 mai, on va dire. On a un risque limace qui est souvent peu élevé. Les agriculteurs, de toute façon, contrôlent, comme je disais, ils sont tout le temps dans les champs. Donc, voilà, l'anti-limace est mis uniquement s'il y a besoin. Donc ça se fait assez facilement. Ensuite, c'est un travail qu'on a fait au fur et à mesure des années sur la cicadelle. Donc, j'ai mis une petite photo. Alors, bon, c'est peut-être un peu petit pour vous. On a des piqûres blanches sur les feuilles et sur des maïs qui sont encore un peu petits, ça peut les pénaliser. Donc, la petite bête, on l'appelle la cicadelle bleue. C'est pas la même cicadelle qu'on retrouve en vigne et en blé. C'est une cicadelle qui est propre au maïs semence. Et j'ai mis une petite pluie. Il faut savoir qu'en fait, le plus efficace sur la cicadelle, c'est la pluie. Elle n'aime pas du tout l'eau. Et les traitements insecticides ne fonctionnent pas bien. Du coup, en fait, les interventions aujourd'hui sont beaucoup plus raisonnées. Avant, elles étaient un peu plus systématiques. Et on attend d'avoir réellement un risque élevé avec des piqûres importantes pour intervenir. Donc, la plupart du temps, en fait, on contrôle, on vérifie que la nuisibilité ne sera pas trop importante et il n'y a plus de traitement inutile sur cicadelle. Ensuite, il y a la fusariose. Bon, je n'ai pas mis de petite photo concernant la fusariose. Donc, c'est maladie là sur épi. La plupart du temps, on n'a pas des conditions favorables au moment quand peut se développer la fusariose. Et surtout, elle va se gérer en gérant Pyrale et ses amis, puisque c'est la porte d'entrée de la fusariose. Si les conditions sont plutôt sèches, en plus, on n'a pas développement de fusa. Et si la récolte est assez précoce, elle ne se développe pas. Ensuite, il y a un autre problème qui est que le traitement se fait à soie verte, donc quand on est en train de castrer, et on a des problèmes de délai de rentrée en fait dans les parcelles. Et ensuite, on met le traitement sur des soies sèches où c'est inefficace. Donc, plutôt que de mettre un traitement inefficace, il peut ne pas se faire si le risque n'est pas élevé. Par exemple, 2024, ça n'a pas été possible de faire cette impasse puisque les conditions étaient très humides. Et au niveau Pyrale Sésame, sur la deuxième génération, on s'est aperçu qu'on avait quand même pas mal de parcelles qui étaient récoltées très tôt parce que la fin de cycle arrive très très vite en maïs semence. Et donc, sur ce qui est récolté fin août, début septembre, finalement, on n'a pas de dégâts. Alors, on contrôle évidemment quand même par des piégeages, on le verra ensuite, on parlera de ce levier-là. On contrôle quand même la pression, mais s'il n'y a pas énormément de pression et qu'on récolte tôt, en fait, le traitement de deuxième génération ne sert pas à grand-chose. Donc, on peut s'en passer. Ensuite, on travaille depuis le réengagement là, en 2021 du groupe sur ce qu'on appelle les PNPP. Donc, ce sont des préparations naturelles peu préoccupantes. Donc là, on vise les maladies et les ravageurs principaux, cicadelle, pyrale, sésame.
Donc, on a fait des essais en 2021 au niveau du groupe. Il y a certains agriculteurs maintenant qui utilisent ce qu'on appelle des SNUB, donc des substances naturelles à usage biostimulant, éventuellement associées à du sucre. Et on a des résultats qui sont assez intéressants. Alors, le principe, je vous ai mis, c'est peut-être pas très, très lisible. C'est que en maïs semence, alors j'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là sur ce webinaire, on a quand même un système qui est très déséquilibré. On a énormément d'interventions, on travaille beaucoup le sol, on met quand même beaucoup de phyto, comme on avait vu sur les IFT. Donc, on crée un climat qui n'est pas favorable, en fait, au niveau santé des plantes. Si on parle de redox, notamment, bon, là, j'ai pas le temps de développer cette partie-là aujourd'hui. Voilà, on a vraiment un système de culture qui favorise finalement les attaques en fait de maladies et de ravageurs. Donc le travail du groupe, ça a été de se dire d'avoir un maïs semence qui soit un peu plus résilient, donc s'occuper du sol avec des couverts végétaux et amener en fait des sortes de biostimulants dans des extraits fermentés afin de nourrir le sol et de nourrir la plante pour pouvoir stimuler ses défenses immunitaires. Donc là, dans les SNUP qu'on utilise, il y a notamment l'ortie, qui est un éliciteur, et de la saule aussi, et des décoctions de prêle qui font une petite barrière physique, afin de enfin, c'est pas défavoriser, mais créer un climat moins favorable aux attaques. Et si on intervient, alors surtout c'est en préventif, il faut le faire très très tôt. On a des résultats intéressants, notamment je parlais de cicadelle. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui mettent ces substances-là plutôt à 4-6 feuilles du maïs. Donc avant, quand il y a vraiment les toutes premières piqûres ou avant qu'il y ait réellement les insectes qui s'installent. Et on tient très bien finalement les infestations supérieures. En pyrale sésame, on ajoute du sucre. Donc le sucre, on avait fait des essais aussi auparavant. Sur le groupe, on a des efficacités qui sont moins importantes que des insecticides parce qu'on n'est pas sur un volet insecticide à proprement dit, mais sur des pressions qui sont raisonnables. Du coup, ça donne des résultats qui sont quand même intéressants. Et au niveau maladie, on a eu la chance, là, sur les essais de 2021, on a eu pas mal de rouille en fin de cycle, et qui est arrivée même dès le mois d'août. Et du coup, on a pu voir que on n'était pas aussi puissant qu'un fongicide, mais qu'on limitait quand même la maladie par rapport aux témoins non traités. Donc là, évidemment, c'est des substances que nous, on a regardées d'un point de vue phyto. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles nous amènent quand même des choses au niveau plutôt croissance de la plante. Donc, quand je parlais de résilience, donc on a des poids, des développements de plantes qui sont souvent supérieurs voilà, à plusieurs années d'essai, plusieurs sites. On retrouve quand même ça. Sur là, les essais 2024, alors c'est chez un agriculteur, parce qu'après, on fait des essais de fertile, on fait d'autres choses qui ne rentrent pas dans ce que l'on parle aujourd'hui. On a eu énormément d'héliotis. Par contre, en pyrale sésame, on n'a rien vu et on retrouve moins de dégâts en fait sur la parcelle qui a reçu ces biostimulants par rapport à la parcelle qui n'a rien reçu. Voilà pour les résultats des PNPP. Et là, ça va être un peu plus spécifique sur les foreurs, sur la pyrale sésame. J'ai fait un rappel des trichogrammes. Tout le monde connaît les trichogrammes depuis le temps qu'ils existent. Donc, ce sont des auxiliaires qui viennent parasiter les œufs de pyrale. Donc, ils viennent pondre dans les œufs, se développent dedans, et donc la larve de pyrale ne peut pas se développer. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement bien pratiqué. Et j'ai mis un petit... Alors, c'est pas forcément le problème d'efficacité, même si des fois, j'entends que ça serait moins efficace que des insecticides. Je ne rentrerai pas, c'est pas le lieu ici de parler d'efficacité d'insecticides.
Je pense que bien positionné, ça reste efficace. Par contre, il faudrait éventuellement peut-être renouveler une deuxième génération de trichogrammes pour pouvoir couvrir les vols qui sont très très étalés. On le verra après là sur le dernier levier. On a cette problématique de positionnement en fait de ces interventions-là qui sont un petit peu compliquées. Et on a surtout en problématique la sésamie, on n'a pas que de la pyrale et les trichogrammes malheureusement ne prédatent que la pyrale et pas la sésamie. Et on a chez nous là dans le sud-ouest, dans le Tarn-et-Garonne, euh, des historiques parfois sésamie importants. On a pu baisser la lépression, mais on reste très très vigilant à la sésamie. Par contre, un levier qui marche très très bien, c'est le broyage et incorporation des cannes. Donc en fait, après la récolte du maïs semence, en plus elle se fait généralement assez tôt, on broie les cannes et on les incorpore. Et alors moi, j'ai pas d'essai, j'ai pas de mesure évidemment, mais Arvalis avait mesuré qu'on avait potentiellement diminué de 70 à 80% les larves qui pouvaient se trouver dans les cannes et qui allaient ressortir l'année suivante. Donc ça, c'est un levier qui est très facile à mettre en œuvre et qui est très efficace. Donc, que je pense à peu près tout le monde fait. Le dernier levier, j'ai appelé ça efficience ou optimisation. Donc, en fait, sur le groupe des filles, on a un gros réseau de piégeage. Alors, je vous ai mis en photo, on a un piège lumineux. Je ne sais pas si on voit ma souris. Voilà. Un piège lumineux, donc l'avantage du piège lumineux, c'est que on voit les débuts de vol et on peut suivre surtout en dynamique. On a une idée quand même de la pression. Et ensuite, on a les pièges delta, donc les pièges à phéromones, qui sont moins précis en termes d'indicateurs de pression, mais qui par contre nous permettent de mesurer s'il y a réellement des ravageurs ou pas. Donc là, on fait ce suivi en pyrale sésame. Et ça nous donne en fait des courbes que moi je publie dans une sorte de bulletin du groupe qui s'appelle Info Ravageur. Et on essaye de voir en fait à optimiser le positionnement des insecticides pour diminuer la pression. Donc c'est un travail qui a été fait notamment au début du groupe, mais qui peut se refaire au besoin, parce que des fois on a des montées de pression. On a souvent sur la première génération des positionnements insecticides en même temps que le fongicide et c'est pas forcément adapté au début du vol ou au stade baladeur de la sésamie. Donc du coup, en fait, on n'est pas très efficace et donc on ne diminue pas la pression. Donc on a travaillé à essayer de mieux se positionner au niveau des traitements phyto de manière à diminuer la pression. Et on arrive du coup à pouvoir éventuellement, selon les années, ne pas forcément traiter partout ou pouvoir passer à ce que j'avais mis auparavant, à des extraits fermentés qui pourront suffire ou du sucre s'il y a une faible pression du coup. Donc, sachant que les îlots de maïs semences pardon, sont globalement bien traités, donc on diminue la pression par rapport à des maïs conso. Voilà, donc en termes d'efficacité, j'ai mis moyen, parce que c'est ce que je disais pour les trichogrammes, excusez-moi. On a du mal en fait à avoir, là on voit quand même quelques pics de vol sur mon graphe, mais les vols sont très très étalés, et du coup c'est difficile de pouvoir se positionner pour avoir un traitement qui soit réellement efficace. Voilà pour les leviers dont je voulais vous parler. Et je crois qu'on peut laisser la place aux questions. Merci beaucoup Ingrid pour ta présentation. Euh, alors, le temps que les questions se lancent un petit peu, je vous dis déjà dès à présent que vous pourrez retrouver dans le chat, ça va être ajouté là tout de suite, plusieurs ressources complémentaires produites par Ingrid en collaboration avec les agriculteurs de son groupe sur le sujet de la réduction des IFT pour la culture du maïs semence. Vous retrouverez une fiche Aglaé sur l'utilisation des trichogrammes pour lutter contre la pyrale.
une page focus sur l'utilisation des PNPP, comme ce qu'elle vient de présenter juste là, et une fiche pratique remarquable, donc une ressource du réseau défi sur la gestion des foreurs. Et donc maintenant, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous poser vos questions dans l'onglet Q&R et Ingrid va vous répondre. On a déjà une première question. Bon, je crois que tu as répondu un petit peu sur la fin, après que la question ait été posée, mais je te la repose quand même. Est-ce que vous avez pu supprimer les traitements grâce au traitement au PNPP ou au SNIB, ou est-ce que les agris utilisent ça en plus? En principe, si l'année le permet, on peut diminuer en fait tous les fongicides, insecticides de végétation. Donc, je disais là, Helminto, rouille, Fusa, Cicadelle, Pyrale, Sésame. Donc ces traitements-là, on peut arriver. Alors ouais, là, je suis pas rentrée dans le détail, mais c'est des agriculteurs qui me font des couverts végétaux depuis plus ou moins 10 ans, qui ont remonté leur taux de matière organique, qui ont fait attention à bien positionner des produits phyto, à essayer de les réduire, qui fait qu'ils peuvent se permettre aujourd'hui d'arriver à ce système. On peut pas d'un seul coup là se dire je vais mettre des extraits fermentés et je ne vais plus mettre de phyto du tout. Et si jamais l'année fait que on a une pression forte, malheureusement on est obligé d'intervenir encore en phyto. Ok, merci. On a une autre question. Est-ce que, du coup, étant donné que on est quand même sur le sujet de la réduction des phytos et que ça a l'air d'être quelque chose d'assez complexe, est-ce que c'est possible de produire des semences de maïs bio? Enfin, on imagine que c'est possible, mais comment? Quelles sont les difficultés? Est-ce que ça fonctionne bien? Alors en agriculture biologique, ce qui est surtout difficile, c'est les herbicides, parce que là, moi, on l'a vu, hein, en fait, on a beaucoup de mal à les diminuer. C'est une partie beaucoup moins forte en termes de réduction que ça peut l'être sur le reste. Et la difficulté, alors là, c'est vrai que j'ai pas parlé de houe rotative, notamment du désherbage mécanique qu'on fait au moment du semis, parce que on sème en plusieurs fois. Donc passer des outils, c'est le risque de sortir la culture, d'être d'enlever des pieds. Et on a des fenêtres d'intervention qui sont très très faibles. Donc je parlais du minage déjà où nous les producteurs souvent nous remontent que ça relève. Et parfois, les passages, c'est surtout de la houe rotative, un petit peu de RC tri aussi, il faut investir là en bio. On peut arriver à gérer des graminées au départ si les conditions veulent bien, si elles sont pas trop humides. Mais c'est délicat et si on se laisse déborder, on peut ne pas pouvoir mener la culture à bout. Donc c'est quand même assez délicat, mais en alternant, oui, de la houe rotative, des vinages très précoces. Euh, il y a des parcelles en bio qui sont très bien. Et après, pour les autres, on a quand même des biocontrôles. Moi, c'est vrai que j'en ai pas parlé. On a du Success. On peut avoir le sucre. On a quelques produits qui peuvent être utilisés pour les ravageurs. Mais le Success n'est pas forcément terrible au niveau des auxiliaires. C'est pour ça que nous, on l'a pas trop travaillé au niveau des filles. Ok, ça marche, merci. Et si une autre question, qui suit les parcelles et à quelle fréquence? Alors, les parcelles sont suivies par les agriculteurs et bon, après, en végétation, ils y sont peut-être plus ou moins tous les jours encore, mais en tout cas, au moment du semis, ils sont tout le temps avec leur petit couteau, ils regardent la graine, hein, ils suivent ça vraiment de façon très assidue. Et ils sont accompagnés par les techniciens semenciers qui font aussi un gros travail de suivi, qui font les préconisations avec l'agriculteur, notamment de tout ce qui est rattrapage, herbicide, et qui suivent la culture de manière à ce que ça se passe bien. Donc les parcelles sont très bien suivies. Après, moi, au niveau du groupe des filles, avec le réseau de piégeage, je passe aussi régulièrement là où il y a les pièges. Ça permet de faire un point aussi pour avoir une vision un peu plus large qu'à la parcelle.
Ok. Alors, donc, question est posée de cette façon. Les maisons de semences ne semblent pas avoir d'intérêt pour eux dans la baisse des IFT phyto dans la région de la personne concernée, donc en Pays de Loire. Et quelle est ta vision, Ingrid, sur la facilité des producteurs à baisser ces IFT? C'est très compliqué. Là, j'ai donné une vision quand même assez positive aujourd'hui parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Mais c'est vrai que ça reste très compliqué. On a notamment, j'ai pas détaillé le cahier des charges, mais on a des primes au respect du cahier des charges et même des entreprises semencières qui fournissent le fongicide où il faut prouver qu'on l'a bien acheté sur facture pour dire que du coup, c'est quand même très, très, très contrôlé. Après, à l'inverse, en fait, ils sont aussi très à l'écoute de ce qu'on peut faire en réduction de produits phyto, parce qu'on voit par exemple le S-métolachlore a été sorti, donc on peut se retrouver face au mur sur certains produits qui peuvent ne plus avoir d'autorisation. Et donc, il faut avoir des alternatives. Donc, ils sont quand même assez à l'écoute des alternatives. Par contre, l'enjeu est tellement important au niveau qualité, normes sanitaires, que le passage à l'acte, j'ai envie de dire, est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, l'intérêt y est. Moi, j'ai fait des essais cicadelles avec un semencier, d'ailleurs, on l'a regardé ensemble. Donc, on regarde des choses. C'est au niveau parcelle agriculteur où c'est effectivement un peu plus compliqué. Ok. Du coup, je pense que ça répond à une autre question qui était si les entreprises semencières sont réceptives à la réduction des fongicides herbicides, mais je pense que tu as plutôt répondu. Oui, parce qu'il y a la qualité et le rendement aussi. Il y a les deux choses qui peuvent venir jouer. Oui, du coup, le rendement plutôt du côté agriculteur. Oui, parce qu'il est rémunéré sur le rendement, bien sûr, mais l'entreprise semencière, elle doit aussi fournir après la semence qu'elle a besoin de produire. Donc, si l'agriculteur n'a pas pu atteindre le rendement objectif, ça fait une perte aussi de semences à vendre pour le semencier. Donc, c'est important autant pour l'un que pour l'autre. C'est pour ça qu'il y a Ok, une contractualisation, parce que c'est vraiment une production qui est liée entre eux. ok, ça marche. Bon, on n'a pas d'autres questions. Eh ben, merci beaucoup, Ingrid, Avec pour ta plaisir. présentation. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode de la saison 2 des webinaires Défi Ferme. Nous espérons que le contenu et le format vous ont plu et que le webinaire a répondu au maximum à toutes vos questions. Si jamais il y en a d'autres qui vous viennent par la suite, vous pouvez contacter Ingrid. Vous aurez sa page groupe avec donc, toutes les informations pour la contacter dessus dans le chat et dans la description de la vidéo. Le replay sera disponible très rapidement. Si vous êtes inscrit, vous recevrez une notification pour vous dire que le replay est disponible. Et vous pouvez également vous abonner à la newsletter mensuelle des webinaires Défi Ferme pour recevoir des infos sur les prochains épisodes et les liens des replays. Le prochain webinaire se tiendra le 30 janvier et portera sur la culture de la sylvie. Merci à tous, bon après-midi.